Bonsoir, Union sacrée contre le crime. Simone Veil, qui est dans l'opposition, et Elisabeth Guigou, qui est dans la majorité, oublient leurs divergences politiques pour dénoncer le viol des femmes en Bosnie et pour mobiliser l'opinion française. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci d'être venus. Sachez que des hommes de sensibilités politiques diverses sont à leur côté, comme le libéral Charles Millon, le gaulliste Patrick Devedjian et le communiste Philippe Herzog. Cette condamnation se fonde sur de nouveaux documents que nous diffuserons dans un instant. Et cette initiative de mesdames Veil et Guigou est d'autant plus opportune que la situation s'est brusquement aggravée ce soir, nous l'avons appris il y a quelques minutes à peine. Des troupes croates ont franchi une ligne de cessez-le-feu, instaurée il y a un an par les Nations Unies, et ont pénétré dans la Krajina, il s'agit d'une enclave de Croatie, occupée par les Serbes. Des soldats français, des casques bleus français auraient été blessés. Je vous propose d'avoir les premières informations avec François Cornet. En effet, les troupes croates ont franchi la ligne de feu instaurée il y a un an par les Nations Unies et ont pénétré cet après-midi dans la Krajina, enclave de Croatie occupée par les Serbes. Le président yougoslave Dobrica Kosic a aussitôt adressé au Conseil de sécurité une lettre dans laquelle il brandit la menace d'une intervention de Belgrade dans le conflit en Croatie si les casques bleus n'y protègent pas la minorité serbe. Dans cette offensive, en effet, plusieurs soldats de la Forprenue, des casques bleus français et kenyans, auraient été blessés par des tirs de l'artillerie et de l'infanterie croate. Le secteur sud est l'une des 4 zones protégées des Nations Unies, toujours occupées par les milices serbes, un an après la trêve qui a permis sous l'égide de l'ONU de mettre fin à la guerre civile en Croatie. Zagreb déplore que dans ces zones, la Forprenue n'ait pas encore désarmé les milices serbes, rétabli la souveraineté croate et rapatrié les centaines de milliers de réfugiés croates expulsés par les Serbes en 1991. Mesdames Veil et Guigou, vous apprenez ces nouvelles en même temps que nous. Vous connaissez cette région, Madame Veil? Non, pas du tout. Mais je vois bien où c'est. Mais on imagine la situation déplorable dans laquelle aujourd'hui on se trouve, après l'espoir qu'on peut avoir eu d'un engagement, d'un espoir de négociation. Madame Guigou? C'est une guerre folle. Nous pensions depuis un an que la situation était, même encore fragile, stabilisée en Croatie, puisque c'est en Croatie que ça se passe, et que nous faisions porter tout notre effort sur le rétablissement de la paix en Bosnie-Herzégovine. Nous avons l'espoir que les négociations qui ont déjà franchi un premier pas puissent aboutir. C'est vrai que là, ce qui vient de se produire, puis il ne faut pas oublier qu'il semble qu'il y a des soldats français qui soient blessés, peut-être pire. Je crois que ça nous montre que nous avons affaire à une guerre qui est une de ces guerres civiles terribles, dans lesquelles qu'il est très difficile naturellement d'arriver à maîtriser. Donc je crois que ça nous invite à une certaine modestie, certainement. À la lumière de ce qui se passe ce soir et qui est inattendu, on peut mieux comprendre votre initiative. Je le rappelais au début du journal, vous avez décidé ensemble de condamner les viols de femmes en Bosnie, et c'est une condamnation qui se fonde sur de nouveaux documents que l'on va regarder avec Dominique Derda. À la mosquée de Zagreb, des réfugiés bosniaques venus chercher abri et réconfort. Ils ont fui la guerre et son cortège d'horreurs. Les destructions, les pillages, les exécutions sommaires, les viols. Surmontant la honte d'avoir été salis, certaines acceptent pourtant de parler des outrages subis. 3, non, 4 chetniks sont entrés dans ma maison. En juillet dernier, les extrémistes serbes ont attaqué son village au nord de la Bosnie. Ils ont d'abord demandé de l'argent, et puis... Ils sont venus vers moi et m'ont attrapé par les seins. Puis ils m'ont poussé sur le lit et ils m'ont violée. Il y avait... Je n'arrive pas à en parler. Chacun à son tour, ils se sont jetés sur moi. Et ils m'ont violée de toutes les façons. Dans la pièce à côté, il y avait mes enfants qui pleuraient. Que Dieu me pardonne, ils me regardaient. Impossible évidemment d'évaluer le nombre de femmes violées. Amnesty International pense que toutes les parties en conflit ont pratiqué ces exactions, mais que les femmes musulmanes en sont les principales victimes.
Sur les 43 centres de détention répertoriés dans la zone contrôlée par les Serbes, certains seraient même de véritables camps bordels. Lui était un gardien d'un camp de prisonniers, il a déserté et est aujourd'hui aux mains de l'armée bosniaque. Il reconnaît avoir violé 5 femmes musulmanes, mais dit avoir agi sur ordre. J'étais de garde et un type de la section spéciale est venu me voir. Il m'a emmené dans un hangar, il y avait 2 femmes. Il m'a dit de les violer. J'ai répondu, je ne peux pas. Pourquoi devrais-je le faire? Il a ajouté, c'est un ordre, et quand je donne des ordres, tu dois obéir. Alors, j'ai exécuté l'ordre. Puis il a dit qu'on lui en amène 2 autres. Il n'a pas l'air d'apprécier ces 2-là. Ils en ont fait venir 3, et la même chose s'est produite. Pourtant, dit le rapport d'Amnesty International, la question du viol choisi par des dirigeants politiques et militaires en tant qu'arme contre leurs adversaires demeure sujette à caution. Ce bébé n'a que quelques jours, abandonné à la naissance par sa mère de 16 ans, libéré trop tard pour avorter. Il sera placé dans un orphelinat. Avec combien d'autres? Alors, mesdames, vous tentez de mobiliser l'opinion française. Comment faire pour aider ces femmes? Oui, c'est parce que nous avons vu qu'en France, il y avait beaucoup de Françaises et de Français qui souffrent en ce moment de ne rien pouvoir faire. Devant ces drames épouvantables, qui veulent agir, qui sentent bien cette impuissance que nous avons, les uns et les autres, qui entraîne non seulement une frustration, mais une révolte de penser que si près de nous, il y a une telle barbarie que, je dois dire, j'ai pensé, j'en ai parlé à Elisabeth Guigou, que c'était en essayant d'aider concrètement les femmes victimes de la guerre. Et je dirais dans toute l'ex-Yougoslavie, parce que malheureusement, il y en a qui souffrent de la guerre partout, sur tout le territoire, et qui souffrent de la guerre non seulement du viol, mais parce qu'elles ont été chassées de chez elles, parce qu'elles ont vu leurs enfants souffrir, parce que leurs maris ont disparu, et que ce sont les femmes qui aujourd'hui portent le plus lourdement le poids de la guerre. Même si les hommes qui se battent sont en définitive les femmes qui maintiennent dans ces camps de personnes déplacées, dans ces camps de réfugiés, qui portent le poids psychologique, humain et même physique dramatique. Madame Guigou, que demandez-vous aux Français? Eh bien, voyez-vous, de dépasser justement l'indignation que nous éprouvons tous, l'émotion extrême, pour faire un geste concret, un geste qui coûte, donner de l'argent, parce que ces femmes, il faut les aider. Il faut les aider, elles sont atteintes dans leur corps, elles sont atteintes moralement, quelquefois elles en parlent, mais souvent elles ne peuvent pas en parler, certaines veulent se suicider, puis il n'y a pas que des femmes, il y a des fillettes, il y a des jeunes filles, il y a des enfants qui ont vu tout cela. Alors, il s'agit de pouvoir donner de l'argent pour aider des associations humanitaires qui font un travail sur le terrain déjà, en liaison avec des médecins de l'ex-Yougoslavie, des gens qui sont déjà là sur place pour soulager ces femmes, soit pour leur apporter, pour les soigner, soit pour leur apporter un réconfort moral, une aide psychologique, soit pour les accueillir d'ailleurs, parce que souvent certaines sont déplacées, et en évitant bien entendu de constituer des ghettos de femmes violées. Voilà le genre d'action concrète que nous voulons aider, et c'est la raison pour laquelle, au-delà de tous les clivages, et en rassemblant, je crois, des femmes mais aussi des hommes, nous y avons tenu, oui, parce que nous faisons la même analyse. Je crois que les hommes beaucoup d'hommes sont au moins aussi indignés que nous. Eh bien, nous avons voulu rassembler dans une souscription nationale, je dirais, un grand geste de solidarité. Alors, précisément, soyons concrets, vous pouvez adresser vos dons, si vous entendez cet appel, à Femmes d'Europe, Fondation de France, 40 avenue Hoche, Paris, 75 008. Donc, je répète, Femmes d'Europe, Fondation de France, 40 avenue Hoche, 75 008. Madame Veil, vous faisiez partie d'une commission d'enquête, d'une mission d'enquête. D'une mission d'enquête. Et vous l'avez quittée pourquoi? Je l'ai quittée parce que on a évoqué, vous avez évoqué dans votre tout à l'heure ces camps qu'il y aurait en Bosnie occupés par les milices serbes. On nous en a parlé beaucoup quand j'étais à Zagreb, et je pense que nous aurions dû au moins essayer d'y aller, que nous aurions dû faire une tentative. Maintenant, quand on voit les événements qui se déroulent, on se dit que sans doute elles auraient été vouées à l'échec et que nous serions heurtés à un refus des Serbes. Mais il fallait au moins essayer, parce que les femmes
qui ont été violées, victimes de tous ces sévices, et qui sont en Bosnie libre. Elles sont déjà un peu prises en charge. Dans cette région, les atrocités ne continuent pas, même si les séquelles en sont très très lourdes, et que bien sûr il faut se mobiliser, et que c'est pour elles que nous allons essayer, grâce à la générosité des Français, de faire quelque chose. Mais il y en a d'autres, et que nous devions tout faire pour essayer de savoir la vérité. Or, la mission n'a pas eu la possibilité de s'y rendre, ou n'a pas essayé de s'y rendre. Alors, le reste, pour aller encore une fois sur les terrains, nous venons de voir qu'il y avait une équipe qui avait entendu, une équipe de journalistes, et je pense que pour les prendre en charge aujourd'hui, pour parler avec les femmes qui sont à Zenica par exemple, et qui sont tout à fait déjà prises en charge d'une certaine façon, eh bien c'était plutôt le rôle d'experts, de médecins, de psychothérapeutes, de médecins, de psychologues qui parlent avec elles, mais que des politiques qui peut-être ils auraient dû faire davantage, et que au fond le Conseil européen n'a pas voulu, ou la présidence du Conseil européen n'a pas voulu donner cette possibilité à la mission. Merci Madame V. Une dernière question, Madame Guicou. Vous êtes ministre, mais tout de même, cette initiative, j'allais dire personnelle, commune et personnelle à la fois, que vous prenez, est-ce qu'elle ne pallie pas la défaillance des États, des gouvernements et des institutions? Non, je crois qu'elle est complémentaire, voyez-vous. Je crois que dans un conflit et dans une guerre aussi complexe que celle-là, il n'y a pas de solution simple. Et ça, il faut le dire et le répéter. Et je pense que ce que nous faisons, bien ça complète justement les initiatives diplomatiques qui sont indispensables. Au bout du compte, on viendra à une table de négociation. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'entre-temps, il y ait trop de morts. Et puis, je crois que ça complète aussi les actions humanitaires qui ont été faites déjà par beaucoup d'organisations. Ce que nous voudrions, c'est peut-être donner une ampleur, alors nationale sûrement, j'espère européenne, et faire en sorte justement qu'il y ait un grand élan de générosité et puis de cohésion sur ce sujet. Merci Madame. La situation se dégrade en Europe, elle évolue dans un autre sens au Proche-Orient, avec cette interview de Yasser Arafat, faite à Tunis par un Israélien et diffusée par la télévision israélienne. C'est une première. Jusqu'à présent, tout contact avec le leader de l'OLP était interdit et sanctionné en Israël. La diffusion de cet entretien marque un tournant, même si le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin refuse toujours de rencontrer Yasser Arafat. Écoutons notre correspondant permanent à Jérusalem, Charles Anderlin. C'est le pacifiste israélien Ebi Nathan qui a interviewé Yasser Arafat à Tunis. L'enregistrement a été diffusé dans le magazine d'actualité parlementaire. Et pendant 2 minutes, le chef de l'OLP a pu exiger le retour des 400 expulsés palestiniens du sud Liban, proposer à Yitzhak Rabin une rencontre des braves pour discuter d'une paix des braves. Mais une demi-heure plus tard, le journal télévisé donnait la réaction du porte-parole de M. Rabin. Israël ne négociera pas avec l'OLP, mais avec la délégation des territoires occupés. Il n'empêche, cette interview d'Arafat est une étape supplémentaire vers la banalisation des contacts entre les Israéliens et l'OLP. Selon les sondages, 50% des Israéliens sont en faveur de négociations avec la centrale palestinienne. Pour arrêter tous ces combats, il faut parler avec eux. L'OLP semble être le représentant des Palestiniens et il faut un dialogue. Je ne crois pas qu'on fait croire les Arabes. Pour qu'on puisse leur parler, il faudrait qu'ils renoncent d'abord au droit au retour. L'évolution des esprits devrait s'accélérer grâce à l'annulation de la loi interdisant les contacts avec l'organisation de Yasser Arafat. Un nouvel incident entre la chasse américaine et la DCA irakienne, identique au précédent. Un avion américain a ouvert le feu sur une batterie anti-aérienne qui le menaçait. Je devrais en fait employer le conditionnel. Bagdad dément en effet cette information et donne ce soir le sentiment de ne pas vouloir jeter de l'huile sur le feu. La politique intérieure américaine semble déjà donner plus de soucis à Bill Clinton que les affaires internationales. Le tout nouveau brillant ministre de la Justice qu'il s'apprêtait à nommer a dû renoncer in extremis à son poste. Zoe Bird, il s'agit d'une femme, avait été sévèrement critiquée pour avoir employé à la maison 2 travailleurs clandestins. Jean-Marc Ilouz. 0 pointé pour Zoé et première bûche pour Bill Clinton. Zoe Bird, 40 ans, riche avocat d'affaires, ne sera pas le premier ministre de la justice femme des États-Unis. Après 9 heures d'interrogatoire serré en direct du Sénat américain, Zoe Bird a dû finalement choisir de se désister. Une majorité de parlementaires, républicains comme démocrates, y compris les nouveaux élus femmes, se préparaient à dire non à la candidate de la Maison-Blanche. Explication, Zoe Bird a violé sciemment la loi américaine en faisant travailler au noir un couple de domestiques immigrés clandestins.
Beau scandale pour ces millions d'Américains de la classe moyenne qui se sacrifient souvent pour financer la garde de leurs enfants. Elle est riche, elle avait les moyens de se payer des domestiques et de régler ses charges sociales. Moi, je n'ai pas les moyens et je le fais bien. C'est pas juste ça. Réaction à la puissance 1000, le standard du Sénat est submergé par des appels indignés. Si je faisais ça, moi, on ne me louperait pas. Avec le retrait de Zoe Baird, Bill Clinton évite de justesse un double camouflé, une défaite au Sénat et surtout une crise de crédibilité. La moralité en politique et la défense des petites gens avaient été ses principaux thèmes de campagne. Rendons-nous maintenant à Metz, où la population se montre ce soir inquiète. Il y a du pyralène en sous-sol. Il s'agit d'un produit polluant qui peut dégager des substances chimiques comme la dioxine et qui s'est échappé pendant des années d'une usine de fabrication de transformateurs. Christine Beauce. René Schiss, l'ancien PDG de France Transfo, n'a vraiment rien à cacher. Il est même fier de nous montrer son usine, aujourd'hui désaffectée, où pendant 30 ans on a fabriqué des transformateurs électriques au pyralène. René concède bien quelques infiltrations, mais rien à voir avec les 26 tonnes annoncées. Alors c'est le seul endroit où le pyralène pouvait, à très petite dose, s'infiltrer dans le sol. Il n'y a aucun danger. Ce que je disais à ces messieurs, ça fait 46 ans que je vis ici. J'ai 81 ans et je ne crois pas être tellement encore esquinté. Et pourtant, selon la direction régionale de l'industrie, le sol et le sous-sol de l'usine, soit 20 000 m3 de terre, seraient bel et bien contaminés par 26 tonnes de pyralène. Une pollution qualifiée d'historique, mais sans danger pour la population. Le système d'approvisionnement en eau potable n'est pas branché ni sur les rivières en direct, par pompage direct dans les rivières, ni par des champs, des captages dans la nappe. Donc il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une contamination très sérieuse. Elle est étendue, elle atteint des niveaux très significatifs et donc il faut la traiter. Et c'est précisément là où le bas blesse. Connue des pouvoirs publics depuis 1987, cette pollution au pyralène n'est toujours pas enrayée aujourd'hui. France Transfo devrait depuis 1 an déjà avoir construit une cuve pour contenir le pyralène. Les travaux n'ont même pas débuté. Et cette contamination provoque déjà une polémique entre l'ancien et l'actuel ministre de l'Environnement. Elle porte sur le degré de nocivité de cette huile synthétique. José Blanc-Lapierre. Le vrai danger pour l'homme, c'est l'incendie. Lorsqu'il brûle, le pyralène dégage de la dioxine, fortement toxique. Pour la nature, la contamination est irréversible. Non dégradable, le liquide s'infiltre dans la nappe phréatique et rejoint la rivière. On peut alors le retrouver dans nos assiettes, mais il faudrait absorber une quantité astronomique de poissons pollués pour être empoisonnés. Produit miracle en 1950, le pyralène, liquide de refroidissement des transformateurs, est interdit en 1987. Les installations sont soit remplacées, soit soumises à de nouvelles normes de sécurité. Le pyralène récupéré doit être brûlé, mais la loi semble ne pas être appliquée partout. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne sache pas, qu'on n'ait pas tout sur la table depuis le début, depuis 6 ans. Bon voilà, quoi, je le dis parce que comme j'étais en principe aussi moi-même responsable de ces choses-là, moi j'en ai jamais entendu parler, donc ça m'agace de voir que tout n'a pas été fait correctement et qu'on n'a pas été ferme auprès de l'industriel. L'occasion pour Ségolène Royal de rappeler que contre son accord, du pyralène étranger vient en France pour y être traité. Lorsque je me suis révoltée contre l'arrivée d'un bateau australien, je n'ai pas eu le soutien de M. Lalonde, qui aujourd'hui était sur les lieux. Il a le mérite d'aller sur les lieux, au moins il verra qu'il y a du pyralène français à recycler et que ça, c'est l'urgence aujourd'hui. 70 000 transformateurs doivent encore être recyclés en France d'ici à l'an 2000. Frayeur dans 13 écoles maternelles et primaires de Dijon, 150 enfants qui avaient déjeuné dans la cantine de leur établissement ont dû être hospitalisés à la suite d'une intoxication alimentaire. Ils sont heureusement rentrés chez eux aujourd'hui, mais les parents aimeraient en savoir plus. Françoise Vallée. Johan n'a pas eu de chance. Lui qui ne mange que 2 fois par semaine à la cantine s'est retrouvé hier soir à l'hôpital. Là, 155 autres petits camarades étaient dans le même état que lui. Maux de ventre, vomissements, diarrhée. En tout, 24 enfants ont dû rester toute la nuit en observation. Ils ont un certain degré de déshydratation et ils avaient, pour certains d'entre eux, des petits troubles de conscience au moment de l'arrivée qui ont justifié qu'on les observe. Mais ces troubles se sont dissipés très rapidement.
Ce soir, tous sont rentrés chez eux avec un traitement à suivre. On sait que les enfants venus de différentes écoles de Dijon avaient pris le même repas. L'intoxication alimentaire est évidente. C'est bon la cantine? Ah ouais, moi j'y suis allée, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Nous avons mis en analyse très rapidement les prélèvements que nous avons réceptionnés hier. Sur ces prélèvements, nous soupçonnons plutôt le reblochon ou les crues, avec une contamination par des staphylocoques dorés. En effet, la recherche de toxines de staphylocoques effectuée par le laboratoire se révèle positive dans 2 fromages sur 5. Actuellement, cette toxine n'a pas été retrouvée dans les autres aliments. Si vous prenez l'antenne à 7 minutes, je vous rappelle l'information qui nous est parvenue à 20 h. Les troupes de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie sont prises et ont été prises entre 2 feux, celui des Croates et des Serbes. Les Croates ont franchi une ligne tenue par les casques bleus dans la Krajina, une enclave de Croatie occupée par les Serbes. Des casques bleus français auraient été blessés. Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé devront attendre le 5 février pour savoir si les faits qui leur sont reprochés dans l'affaire du sang contaminé sont prescrits ou non. C'était l'objet de la réunion de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice aujourd'hui. Le procureur général de la Cour de cassation, Pierre Truche, a estimé que la prescription ne s'appliquait pas, mais la décision finale ne sera connue que plus tard. Reportage au château de Versailles de Dominique Verdeillan et Christian Otta. Un cadre royal pour décider du sort judiciaire de 3 ministres républicains. 3 hommes politiques qui devront attendre encore 15 jours pour connaître leur avenir pénal. C'est le 5 février que la commission d'instruction, par la bouche de son président, Louis Gondre, dira si oui ou non le temps a joué en faveur de Laurent Fabius, Edmond Hervé et Georgina Dufoy. Le dossier Nucci avait calé pour cause d'amnistie. 3 ans après, la justice s'inquiète de savoir si ce dossier va buter sur la prescription. D'où un débat juridique aux répercussions politiques. Du côté d'Edmond Hervé, on joue la prudence, on s'en remet au juge. Il ne nous appartient pas, dans le cadre de notre mission de défense, de déployer toute notre énergie pour faire en sorte que la personne que l'on défend soit poursuivie. Nous avons donc décidé, c'est ce que nous avons fait, de nous en rapporter à la sagesse de la commission d'instruction. Parler, s'expliquer, Laurent Fabius à la recherche du non-lieu le souhaite, d'où un paradoxe, celui d'avocats de la défense qui demandent que leur client soit traduit en justice. Nous demandons l'application de la loi et que la loi soit égale pour tous. Pensez donc que si la prescription était acquise, on pourrait poursuivre le directeur du cabinet d'un ministre et non pas le ministre. Côté Georgina Dufoy, changement de stratégie. D'abord favorable à la prescription, l'ancien ministre s'efface désormais devant les hommes de loi. Si la haute cour ou la juridiction d'instruction considère que le droit c'est la prescription, eh bien à ce moment-là, elle s'exprimera publiquement dans d'autres instances que l'instance judiciaire s'il le faut. Une éventuelle prescription qu'écarte énergiquement Pierre Truche pour le procureur général de la Cour de cassation. Il n'y a eu aucun temps mort juridique dans la procédure. On peut juger les politiques dans la foulée du docteur Garetta. Si la prescription était retenue, le Parlement devra revoir sa copie et retenir des faits qui, eux, ne sont pas prescrits. Alors une nouvelle fois, ce dossier sera tributaire du bon vouloir des parlementaires et du calendrier politique. Les bas salaires sont encore trop bas. On a tendance à croire que le SMIC reste en effet le salaire plancher, mais il arrive que certains ouvriers et employés perçoivent encore moins. Elisabeth Esley. Plus aucun salaire inférieur au SMIC. Ce souhait, exprimé il y a 2 ans par François Mitterrand et Michel Rocard, est en partie exaucé aujourd'hui. Sur les 164 branches professionnelles concernées, 56% ont fait des efforts pour augmenter leur plus bas salaire. C'est le cas notamment du bâtiment, des travaux publics et des grands magasins. Mais à côté, il reste des irréductibles. Les secteurs de la coiffure, de la maroquinerie, de l'habillement et de la chaussure ont des patrons moins généreux. La faute, selon eux, à la concurrence. La principale difficulté, c'est vrai, c'est la concurrence de certains pays étrangers. Je pense notamment à des pays comme la Chine et d'autres pays d'Asie du Sud-Est où les salaires sont 10 fois, 20 fois inférieurs. Ce n'est pas la seule explication. Dans ces secteurs, les salariés peuvent rarement bénéficier d'une formation. S'ils débutent leur carrière non qualifiée, ils la termineront dans les mêmes conditions. Sans promotion, ils ne progressent qu'à coup de primes au rendement et les écarts ne cessent de se creuser. Les plus bas salaires ouvriers, on les trouve dans l'habillement, 6 200 francs mensuels bruts, alors que les ouvriers de la chimie, les mieux payés, gagnent 10 300 francs par mois. Une nouvelle réconfortante, grâce au permis à points, le nombre d'accidents de la route, donc de victimes, a diminué d'une manière spectaculaire. Du coup, certains experts proposent des sanctions encore plus sévères à l'égard des chauffards. Marc Maisonneuve.
La commission Rocher présente son petit dernier, un rapport de 107 pages. Le sujet est connu, le permis à points. Le thème abordé, l'appel à une plus grande sévérité dans son application, peut surprendre à l'approche des élections. Ainsi, parmi 10 nouvelles mesures proposées, le rapport demande que les très grands excès de vitesse, comme rouler à 100 km/h en ville ou à 180 sur l'autoroute, deviennent des délits et non plus de simples infractions au code de la route. Délits qui vous coûteraient alors 6 points au lieu des 4 aujourd'hui. L'application de ces propositions est impossible sans l'approbation de la nouvelle Assemblée qui pourrait avoir envie de changer ce permis à points. Personne ne remettra en cause le permis de conduire à points. Ce serait une hérésie. Ce serait léger. Ce serait même dangereux. Le permis à points, tout le monde l'a compris maintenant, n'est pas une mesure de répression. C'est au contraire une pédagogie appliquée qui rappelle à chacun qu'il faut être prudent. Ce permis à points a beau être décrié, il a sauvé, si l'on en croit les statistiques de la sécurité routière, 10% de vies humaines en diminuant de façon drastique le nombre des accidents de la route. Peur du gendarme peut-être, mais le résultat est là. Williams Renault tente désespérément de rattraper son retard pris dans l'inscription au championnat du monde de Formule 1 93. Si l'écurie franco-britannique n'y parvient pas, Alain Prost restera sur la touche. Laurent-Frédéric Bollet. Feu, la présence de Williams en Formule 1, peut-être. Mais Renault a réagi aujourd'hui en invoquant une convention européenne et une notion dite de computation pour son bon droit. Computation, c'est-à-dire un jour de délai supplémentaire lorsqu'une date d'expiration tombe un dimanche. C'était le cas le 15 novembre dernier, date de clôture des inscriptions à la FISA. Cet argument juridique est-il valable? Pas sûr. En l'occurrence, je pense qu'on a besoin d'une décision rapide. En l'occurrence, je pense que le problème va se résoudre non pas devant les magistrats, mais il me semble difficile effectivement de faire recours à une convention européenne et de l'avoir appliquée directement par la FISA. Si la FISA décide d'appliquer en premier lieu ce qu'elle a parfaitement le droit de faire, son règlement intérieur accepté encore une fois par toutes les écuries, elle est parfaitement en mesure d'imposer cette formalité à l'ensemble des écuries, y compris à l'écurie qui n'a pas respecté son délai. Situation sportive délicate donc pour Frank Williams, l'inflexible patron de l'écurie anglaise qui reconnaît son erreur et sa responsabilité. La solution passe maintenant par une acceptation unanime des autres écuries pour que Williams et Alain Prost, bien sûr, puissent concourir en 93. Dans nos employés pour essayer de trouver tout de même une bonne volonté de la part de tout le monde. Nous avons encore quelques semaines devant nous. Plutôt confiant Jean-Marie Balestre, mais Max Mosley, président de la FISA, laisse pour l'instant la parole aux écuries et Benetton, semble-t-il, se fait tirer l'oreille pour le retour des Williams. Décidément, la Formule 1 a le chic pour faire parler d'elle continuellement, la rançon sans doute d'un sport où tout est censé être au top, jusqu'à l'exagération. Fin du cauchemar à Avoriaz. Le jury du festival du film fantastique s'est réuni pour primer ses films préférés. Le palmarès vient d'être annoncé. Michel Strulovici, Vincent Guérard et Michel Janoulatos vont nous dire si les jurés ont préféré le film le plus suggestif ou le plus sanguinolent. Le jury est en conclave et la tension monte, car entre la vieille garde et la classe biberon, on n'aime pas le même cinéma. Alors, que va-t-il sortir de l'urne? Pronostic de la rue, allons-y, mesdemoiselles. Attends, on reprend en même temps. 1, 2, 3. Candyman, Fortress et Action Mutante. Ah, eh bien, pas du tout. Le Grand Prix du Festival du Fantastique d'Avoriaz en donne à Brain Dead. Ce sont donc les modernes qui ont gagné après 3 heures de débat. Brain Dead, c'est le film le plus gore, le plus sanguinolent du cinéma. Les Monty Python puissance 10. L'histoire d'une mère de famille mordue par une bête malfaisante et qui contamine toute la famille. Brain Dead, c'est Massacre à la tondeuse en très drôle. Mais contrairement au grand cru des années 70 et 80, 93 ne laissera pas un souvenir impérissable. Le fantastique et donc Avoriaz ne sont plus ce qu'ils étaient. Le fantastique, comme je l'ai dit, se cherche un peu en ce moment. Vous avez des films low budget et puis vous avez des grandes productions et il n'y a plus cette espèce de middle class dans laquelle on a puisé beaucoup de choses géniales pendant des années. Il n'y a pas eu ici de film excitant. Vous savez, quand vous voyez un film, il faut qu'il vous marque quand vous rentrez chez vous. Il faut que vous y pensiez au moins pendant un jour ou deux. Il ne faut pas que ce soit juste un hamburger qu'on ingurgite et dont il ne reste rien.
Mais le fantastique a changé de nature. Les histoires laissent la place aux effets spéciaux, la clientèle jeune en raffole, alors qui sait, dans l'avenir... On arrivera peut-être même à reconstituer des comédiens sans avoir des comédiens. On l'a vu déjà avec Terminator numéro 2, avec les images de synthèse, nous pourrons recréer des comédiens disparus. Par exemple Marilyn Monroe. Marilyn dans Brain Dead 2 ou Massacre à la tronçonneuse, voilà qui redonnerait de drôles de couleurs au festival. Il chantait famille nombreuse, famille heureuse, mais les négresses vertes sont moins nombreuses, donc moins heureuses. Ce groupe rock a perdu son leader, Elno, Noël en Verlan. Il est mort la nuit dernière à Paris d'une surdose de drogue. Il avait 30 ans, Pascal Deschamps. Elno, c'était le titi parisien, l'amour des costumes rétro, l'amour des bistrots, l'amour des mots. Sur scène, Elno, c'était Valentin le Désossé à la sauce négresse verte. C'est d'ailleurs après l'avoir vu danser qu'un bûcheron du Jura lui avait lancé cette insulte. Dans la vie, c'était un poète, pas une star, un garçon modeste qui riait des choses pour ne pas en pleurer. Il suffit de regarder tous les jours les actualités et tu as du mal à imaginer que quelque part ailleurs, ça peut être pire que ce qu'il y a sur Terre, quoi. Tu vois? Parce que là, il fait beau, il y a du soleil, on fait de la musique, on apprend de la joie. Mais dans certains pays, il y a du soleil, mais il n'y a pas trop de musique, il n'y a pas trop de joie, quoi. Il y a de la torture, il y a toutes ces choses, et même le diable ne serait pas capable de faire mieux. Donc si le diable est quelque part, il est ici sur Terre, quoi. À Beyrouth, en décembre 91, Elno et sa bande, premier groupe français à chanter au Liban, avaient vu de près jusqu'où les hommes sont capables d'aller. Aujourd'hui, les 10 autres membres du groupe rendent hommage, je cite, à un gamin de Paris, devenu par son talent un des grands de la chanson française, avant d'être rattrapé par un des démons de la rue. Ils continueront à le chanter, ces textes qui ont fait leur succès. Elno a chanté avec son groupe pour la dernière fois hier soir sur le plateau de Nagui. L'émission qui sera diffusée dimanche soir sur France 2 a été enregistrée hier. Elno devait mourir quelques heures plus tard. Une étrange lueur qui te glaçait le corps. L'enfant du mystère, seul fils de son père, véritable vaurien qui s'est enfui si loin. Attaché à la chaîne d'une vie tracée, pris dans ce carcan, pouvait-il s'échapper? Oh mamma mia, che paura! Et je vous rappelle en quelques mots l'information qui nous est parvenue à 20 h. L'armée croate a lancé une offensive contre les Serbes dans une enclave de Croatie occupée par les Serbes, la Krajina. L'armée croate a franchi une ligne de cessez-le-feu tenue par les forces de l'ONU. Des casques bleus français auraient été blessés. Le Conseil de sécurité déplore ce soir l'offensive croate. Ce journal est terminé. Sophie Davant, dans un instant, vous parlera du temps de ce week-end. Gris au nord, bleu au sud. Vous pourrez voir ensuite le Maigret du vendredi avec Bruno Kremer, un Maigret auquel Télérama consacre un numéro spécial. À 22 h 30, Bernard Pivot recevra le journaliste romancier Philippe Labro pour son dernier livre, 15 ans, publié chez Gallimard. Catherine Sellac vous donnera d'autres informations à 23 h 55 avant Shanghai Express avec Marlène Dietrich. Bonne soirée sur France 2. Demain à 13 h, Hervé Claude vous présentera le premier journal de la journée. Bonsoir.